À cette discussion sur le récent projet de loi 69 qui a été déposé la semaine dernière par le ministre Fitzgibbon. C'est un projet de loi qui réforme le secteur de l'énergie au Québec. C'est un projet de loi assez complexe, 56 pages d'articles, de modifications à d'autres lois précédentes, de changements législatifs. Dont on ne connaît pas encore toutes les ramifications et toutes les implications, mais on voulait quand même aujourd'hui faire un premier débroussaillage, donc une première réflexion sur ce que ça risque d'avoir comme conséquence. Donc, je suis en compagnie, ben d'abord, je me présente, je m'appelle Guillaume Tremblay-Boilly, je suis chercheur à l'IRIS et je suis en compagnie de mes deux collègues Christophe Beaucaire et Maxime Fortin, aussi chercheurs à l'IRIS. Maxime et Christophe, bonjour. Bonjour. En premier lieu, est-ce que vous pouvez me dire un peu, nous expliquer un peu dans quel contexte ça s'inscrit? Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à déposer ce projet de loi? Oui, je vais me permettre de commencer peut-être juste en donnant un contexte, le contexte actuel vraiment que nous présente la CAQ, c'est un contexte où ils veulent s'inscrire dans la transition écologique et dans un processus de décarbonation qui passe, selon eux, entre autres par la création de filières industrielles comme la filière batterie et l'augmentation de voitures électriques. Ça, c'est toutes des mesures qu'on a déjà vues. Et ce qu'on anticipe avec ça, c'est qu'on va avoir une hausse importante de la demande en électricité. Et donc, pour répondre à cette demande-là, en ce moment, le gouvernement cherche à se donner les moyens d'augmenter la production électrique. Et là, on parle d'augmentation massive. On parle de doubler la production qui a été faite dans un horizon d'à peu près, en ce moment, on regarde à peu près un horizon de 25 ans, gros maximum, pour doubler la production de tout ce qu'on a produit comme électricité depuis le début de l'arrivée de l'électricité au Québec. Donc, c'est une transformation massive. Ça implique donc des transformations législatives importantes pour faciliter ce genre de processus. C'est intéressant de voir aussi qu'au niveau du contexte politique, tu sais, la CAQ arrive avec ce projet-là, avec, je dirais peut-être la volonté de s'approprier un enjeu qui est dans l'air du temps, mais avec son approche qui est très particulière. Donc, on a senti que ce gouvernement-là n'était pas particulièrement ouvert ou très intéressé par les questions de transition énergétique, la question des changements climatiques lors de ces premières années. On dirait qu'à quelque part, il tente un peu de rattraper le temps perdu, mais en tanguant un peu la voie de la transition énergétique et la lutte au changement climatique, en amenant ça vraiment vers une perspective très développementaliste, très orientée vers le développement économique. Et on tente un peu de nous faire, de nous faire croire que le développement économique est une condition nécessaire pour la transition énergétique, alors que la transition énergétique est tout simplement nécessaire, peu importe le type de développement économique qui va s'y associer. Oui, on sent que c'est un gros projet de loi qui utilise le prétexte de la crise climatique pour mettre en œuvre toutes sortes de changements, mais on a l'impression que la direction dans laquelle le gouvernement veut aller, c'est vraiment une direction axée sur le développement industriel, peut-être davantage qu'un réel souci de régler la crise climatique, si je comprends bien. Euh, Peut-être qu'on peut enchaîner en parlant un peu de qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le projet de loi. C'est quoi les principales modifications législatives qui sont présentes dans le projet? Oui, tout à fait. Donc, déjà, on peut parler de quelque chose qu'on anticipe et là, va falloir préciser il y a des éléments qui sont encore flous dans le projet de loi et qu'on va devoir continuer à débroussailler, puis il y a même des éléments que probablement que le gouvernement va devoir clarifier. Un exemple avec ça, c'est la situation de la vente de gré à gré qu'on a anticipé. Donc, l'idée que un producteur privé qui fait dans l'autoproduction, donc par exemple les barrages de Rio Tinto Alcan, qui en ce moment produisent de l'électricité pour l'aluminerie, en ce moment, on se demande si ça serait possible que le gouvernement facilite la possibilité pour l'aluminerie de vendre son électricité à d'autres producteurs privés qui n'auraient pas, eux,
seraient pas affiliés à Alcan. En ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élément un peu flou par rapport à ça. On semble indiquer que ça serait possible pour un autoproducteur de faire de la vente de gré à gré, mais tant que la personne à qui il vendrait son électricité serait située sur un terrain adjacent à l'entreprise. Donc là, ça soulève toutes sortes de questions de qu'est-ce qu'on entend par adjacent, puis quel genre de clients potentiels ça pourrait aller viser. Dans tous les cas, ce qu'on anticipe là-dedans, c'est qu'on est en train d'ouvrir les portes au privé pour vendre à d'autres privés. Et donc, on est dans un processus de créer un réseau alternatif ou parallèle au réseau d'Hydro-Québec, ce qui soulève quand même énormément de questions. Mhm. C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais en fait, il y a déjà de la production privée d'électricité au Québec. On a l'impression que Hydro-Québec a un monopole, puis c'est vrai dans une certaine mesure, mais en fait, ce qui se passe, c'est que en ce moment, il y a des gens qui peuvent produire leur propre électricité pour leur propre consommation. Puis s'ils font des surplus, ils doivent les vendre à Hydro-Québec. Ils sont obligés. Mais là, ce que le projet de loi va permettre, c'est que des gens qui produisent de l'électricité vendent à d'autres acteurs économiques, que ce soit Hydro-Québec ou des entreprises privées ou des municipalités ou peu importe, à condition que ça soit adjacent au lieu de production. Ouais. Donc, pas utiliser le réseau ou pas construire de réseau parallèle, mais quand même transférer de l'électricité d'un producteur privé à un autre producteur privé. Donc, ça ouvre la porte à une certaine privatisation de l'électricité. Oui, Oui, on il leur y a donne des plus gens, de pouvoir. Ah, il y a, désolé. il y a- il y a des gens malheureusement qui semblent dire que ce projet-là, c'est un pétard mouillé. La porte est très clairement ouverte à une potentielle privatisation et à introduire la logique de marché de manière beaucoup plus importante dans ce secteur-là. C'est pas parce que ce projet-là n'est pas un projet de privatisation mur à mur du réseau qu'il n'introduit pas des éléments de libéralisation et il faut être conscient de ça. Et si on est critique de la libéralisation du secteur de l'énergie, ben, il faut être critique de ce projet-là. Mhm. Puis, c'est quoi les autres modifications qui sont présentes dans le projet de loi? Il y a une certaine ouverture à l'exportation d'électricité, n'est-ce pas? Oui, ben là, en ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un changement, une transformation de la relation entre le fournisseur et le distributeur. Donc, par exemple, les producteurs en ce moment d'électricité privée comme les éoliennes qui sont obligés jusqu'à maintenant de vendre toute leur production à Hydro-Québec. Et ensuite de ça, c'est à Hydro-Québec à décider comment elle va distribuer cette électricité-là à ses différents clients. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que on pourrait changer, le projet de loi pourrait changer la relation et les producteurs d'éoliennes, producteurs d'électricité éolienne, par exemple, ne seraient plus tenus de vendre spécifiquement à Hydro-Québec leur électricité et pourraient se retrouver, par exemple, avec l'autorisation du gouvernement à exporter directement leur électricité, par exemple, aux États-Unis. Si on était pour faire ça, on réaliserait essentiellement un retour en arrière de 80 ans. Donc, on retournerait à avant la nationalisation, dans l'ancienne dynamique où on avait des producteurs privés qui décidaient librement à qui ils vendaient leur électricité. Et ça venait avec d'énormes conséquences pour l'économie québécoise. Donc, là, ce que la porte qui est ouverte en ce moment par rapport à ça, les conséquences seraient très, très grandes. Là, évidemment, la barrière qu'a donnée le gouvernement, c'est de dire avec l'autorisation du gouvernement, évidemment, mais ça, en même temps, ça dépend toujours de quels avantages, par exemple, le ministre Fitzgibbon voit à donner plus de liberté à ces entreprises-là. Puis, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les décisions qu'il a prises n'ont pas nécessairement favorisé la population québécoise, mais d'abord et avant tout les entreprises. Donc, si une entreprise trouve avantage à exporter, puis que ça a un désavantage pour la population, ça se pourrait tout à fait que le gouvernement décide d'aller dans cette direction. Mhm. On voit aussi que, il y a une clause dans le projet de loi qui permet à Hydro-Québec de vendre des petites centrales à des sociétés ou des personnes qui sont en partenariat avec des municipalités ou des communautés autochtones.
Dans la conférence de presse, le ministre a vraiment insisté sur le fait que c'était que ça allait mener à des projets municipaux ou des projets avec des communautés autochtones, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas, mais en même temps, ce qu'on voit jusqu'à présent, par exemple, avec la filière éolienne qui d'abord était privée, dans les dernières années, avec les récents appels d'offres, ça a souvent été des projets en partenariat avec les municipalités. Donc, c'est pas une privatisation totale, mais en même temps, il y a d'autres conséquences à avoir un système qui crée des partenariats avec des municipalités plutôt que de favoriser un système entièrement public. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plusieurs cas de corruption avec des maires de petits villages qui prennent des décisions qui sont pas à l'avantage de la population, mais qui sont à l'avantage, par exemple, d'un décideur qui pourrait trouver par la suite à tirer des profits personnels, ou sinon qui se laisse vendre un projet qui est uniquement à l'avantage du promoteur privé, mais qui fait miroiter des montants qui peuvent paraître avantageux, mais qui au final ne le sont pas. Puis là, c'est toujours l'enjeu que ben, les petites municipalités n'ont pas nécessairement l'expertise pour se débrouiller avec tout ça. Et donc, ça pourrait devenir une voie de pendant, ce genre de situation. Sans compter que l'idée de l'obligation d'avoir un partenariat avec une municipalité ou une communauté autochtone pour acheter une petite centrale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs privés, y compris de gros joueurs qui sont impliqués. Ça pourrait éventuellement être des partenariats un peu bidons où il y aurait par exemple une petite municipalité associée à une grosse entreprise, mais ça respecterait techniquement la règle parce que ça serait un partenariat. Oui, dans beaucoup de Exact. ces partenariats-là, on voit qu'il y a une grande inégalité des partenaires. Et cette inégalité-là des partenaires fait en sorte que ben, souvent, l'acteur le plus petit se retrouve dans une situation où il est carrément influencé par l'acteur le plus grand. Et ça ouvre toutes sortes de portes à des logiques de trafic d'influence, de collusion, ou tout simplement du népotisme, on va dire. Un autre élément important, c'est que dorénavant, ça va être possible pour Hydro-Québec de lancer des projets sans appel d'offres. Donc ça, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, ça, c'est une grosse transformation qui renvoie à des modifications sont peut-être un peu trop complexes pour la discussion d'aujourd'hui, mais essentiellement, depuis on a introduit du privé, de la production privée dans le réseau québécois, on procède constamment par appel d'offres. Donc, à la fois les projets d'Hydro-Québec qui sont publics et les projets d'éoliennes, par exemple, doivent d'abord et avant tout en fait, doivent être suggérés quand le gouvernement lance un appel d'offres. Donc ça, c'est un processus qui vise à faciliter un peu un système de supervision parce que les appels d'offres doivent être évalués par la Régie de l'énergie qui est censée avoir ce rôle-là de superviser ce qui se passe, superviser les projets puis s'assurer que les décisions énergétiques, les projets énergétiques sont faits d'abord avant tout dans les intérêts de tout le monde. De contourner la procédure d'appel d'offres, c'est essentiellement contourner ce processus de supervision-là. Donc, les conséquences de ça, pour le moment, on ne peut pas nécessairement les anticiper, mais ce qu'on peut anticiper du moins, c'est qu'on pourrait s'attendre à beaucoup de dérégulation et des projets qui vont soit être mal planifiés ou qui pourraient mener à différents types d'inégalités ou des avantages, par exemple, pour des entreprises privées qui pourraient se retrouver à avoir toutes sortes de passe-droits en contournant le système d'appel d'offres. Donc, au final, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que c'est une prise de pouvoir du gouvernement puis un affaiblissement de la régie et de son mandat. Mhm. Puis, on constate aussi que dans le projet de loi, il y a une certaine concentration des pouvoirs. Tout ça, encore une fois, c'est toujours la logique qui est derrière le projet, c'est d'accélérer les projets, d'accélérer le développement. Euh, mais on voit que, ce que le gouvernement veut faire pour accélérer les projets, c'est concentrer davantage de pouvoir entre les mains du ministre, entre autres. Quelle forme ça prend concrètement, Maxime?
Ben, déjà, on voit à la base que le nouveau super, on va vers la création d'un nouveau super ministre. On veut un super ministre qui va avoir une main sur l'économie et l'autre sur l'énergie. Et que, à quelque part, ces deux secteurs-là vont d'une certaine façon fusionner pour nous rendre tous et toutes riches, semble-t-il. Mais il y a dans cette vision-là, je dirais, beaucoup de naïveté. Et on regarde concrètement comment ça se matérialise, ça se matérialise beaucoup au niveau du CA d'Hydro-Québec. Hydro-Québec avait jusqu'à maintenant 17 membres, 17 administrateurs indépendants et non seulement la provenance, mais le nombre faisait en sorte qu'il y avait une plus grande indépendance par rapport à l'État québécois. Le projet de loi actuel veut faire passer de 17 membres le conseil d'administration d'Hydro-Québec à 9 ou 13 et accède au conseil d'administration, mais le sous-ministre. Donc, d'une certaine façon, le projet de loi fait en sorte que le CA d'Hydro-Québec devient un peu sous contrôle de l'État québécois. L'espèce de distance critique qui pouvait exister entre Hydro-Québec et le gouvernement québécois va progressivement disparaître. De plus en plus, Hydro-Québec va être à la remorque des ambitions économiques et énergétiques du nouveau super-ministre. Et ça fait en sorte que, d'une certaine façon, le ministre va se ramasser un peu à diriger indirectement Hydro-Québec ou à guider de manière un peu téléguidée Hydro-Québec. Donc, une certaine autonomie d'Hydro-Québec qui disparaît et une concentration de plus en plus grande au niveau supérieur de l'État québécois. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a plusieurs endroits dans le projet de loi où une responsabilité qui était auparavant entre les mains du ministre de l'Environnement ou du ministre des Ressources naturelles et de la Faune va maintenant se retrouver entre les mains du ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation. Donc, en fait, ça reflète bien la vision qui est mise de l'avant par le gouvernement Legault. La transition énergétique est vraiment vue comme un volet du projet plus large de développement économique et de développement industriel, alors que dans beaucoup de cas, on souhaiterait plutôt que la transition énergétique soit soumise à des impératifs écologiques, donc des impératifs sur lesquels le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune devraient se pencher dans un souci de justement protéger le climat et protéger nos ressources, protéger notre faune, notre flore. Oui, c'est fascinant parce que le projet de loi comme tel met vraiment sur un même pied d'égalité développement économique et transition énergétique. Donc, il y a une forme d'égalité malsaine quand on entre. En fait, c'est malsain d'entretenir une forme d'égalité entre ces deux notions-là, puisque la transition énergétique est nécessaire. Le développement économique, ben, il y a quelque chose qu'on peut débattre. En fait, qu'est-ce que le développement économique? Quel type de développement économique on veut? Ça, c'est une autre question. La transition énergétique, on est devant une situation qui... en fait, on est devant une situation d'urgence. Puis justement, par rapport à cette question-là de l'urgence, c'est peut-être intéressant de constater qu'en fait, le projet de loi actuel reprend certains thèmes qui sont souvent mis de l'avant par le gouvernement Legault dans différents secteurs, dans différents domaines. Le gouvernement met de l'avant l'idée d'urgence pour faire des réformes ou faire des changements législatifs qui détruisent, démantèlent ou contournent les garde-fous existants, les procédures habituelles en disant comme bon, il faut accélérer les choses, donc il faut se débarrasser de certains organes de consultation, certaines instances démocratiques, certains règlements. Par exemple, on pense au projet de loi 31 récemment qui était le projet de loi de la ministre Duranceau sur le logement, qui avait prévu qu'afin d'accélérer la construction d'habitations locatives, le projet de loi permettrait aux municipalités d'autoriser les projets de 3 logements ou plus sur leur territoire sans tenir compte de leur réglementation d'urbanisme. Alors qu'on sait que souvent, une réglementation d'urbanisme, oui, des fois, il peut y avoir des contraintes qui sont
dont on peut discuter ou qu'on peut remettre en question, mais dans certains cas, ça permet de mieux protéger l'environnement, de s'assurer d'avoir un cadre bâti plus harmonieux, plus intéressant, d'être soucieux des différentes personnes qui sont déjà présentes sur le territoire, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est, au fond, pour le secteur de l'énergie, le ministre Fitzgibbon est en train d'appliquer un peu la même logique que la ministre Duranceau a appliqué avec son projet de loi 31? Euh, Peut-être, Maxime, tu veux y aller? Non, tu peux y aller, c'est ça. OK. Oui, c'est exactement le même processus. Puis en fait, on peut même aller plus loin dans cette analyse-là, si on regarde d'autres tendances de la CAQ. Puis ça peut nous amener à soulever d'autres sonnettes, en fait, tirer d'autres sonnettes d'alarme. Juste prendre par exemple l'exemple de la situation avec le projet Nordvolt. On a eu des modifications récemment de loi, en fait, qui précédaient le projet de Nordvolt, de loi qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'elles allaient changer. On ne savait pas trop pourquoi le gouvernement de Legault avait modifié la limite qui assurait qu'on ait un BAP, par exemple, pour des projets industriels. Et ensuite de ça, il y a eu le projet de Nordvolt qui a été annoncé. Là, on a soudainement découvert que ce projet-là serait libre d'un BAP parce que la loi avait été changée. Et c'est tout récemment qu'on a appris par la suite qu'il y avait du travail de concertation entre Nordvolt et le gouvernement pour s'assurer de faciliter la réalisation du projet. Donc, en ce moment, dans le projet de loi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait toutes sortes de petites modifications qui n'auront pas encore de sens maintenant parce que c'est possible qu'il y ait des discussions en ce moment, puis qu'il y a des projets qui soient sur la table de Fitzgibbon, dont on n'a pas entendu parler et qui sont en filigrane dans ce projet de loi-là. Donc, il faut être particulièrement attentif à ça. Oui, puis l'approche de ce projet-là, c'est la même approche qu'on retrouve dans différents projets de loi de la CAQ. Une approche qui est centralisatrice, une approche qui veut accélérer vraiment la transformation et une approche qui a toujours une grande place au privé. Donc, ces trois éléments-là, je dirais, sont présents dans tous les projets de loi que la CAQ a amenés dans les dernières années. C'était le cas de la réforme du B. Et malheureusement, ben, dans le secteur de l'énergie, ben, c'est pas autrement. Alors qu'il faudrait peut-être prendre le temps de faire les choses pour s'assurer de faire des projets qui respectent vraiment nos capacités écologiques et les besoins des générations présentes et des générations futures. Mhm. Tout à fait. Euh, Peut-être en terminant, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ce qu'il faudrait pour une véritable transition écologique dans le secteur de l'énergie? Donc, je peux commencer. Oui. Je pense qu'au départ, il faut quitter l'idée qu'il faut produire davantage. Il faut aller peut-être vers l'idée il faut réduire la production d'énergie. Produire de l'énergie, ça pollue. Et à quelque part, il faut aller vers la voie inverse. Il y a là aussi la voie de l'énergie, de l'efficacité énergétique. Il faut mieux consommer notre énergie. Et il faut faire aussi, il faut amener des éléments de protection du territoire, de la faune, qui a, des éléments qui sont absents du dernier projet de loi. Le dernier projet de loi ne parle pas de protection du territoire, c'est complètement absent. Donc ça, c'est vraiment un élément important à amener. Exactement, j'irais dans le même sens. En fait, il faut renverser la dynamique qu'on a présentement. En ce moment, on met le développement économique de l'avant en pensant ou en prétendant que ça va mener à la transition énergétique et à une amélioration des conditions écologiques. Il faut faire l'inverse. Il faut mettre de l'avant les conditions écologiques et de s'assurer d'en faire l'objectif premier et de voir à travers ça comment on peut restructurer l'économie pour favoriser ces objectifs-là. Donc, c'est renverser la démarche actuelle. Et ensuite de ça, évidemment, un autre élément, ça serait de prendre notre temps parce que là, ce qu'on voit avec l'accélération du projet de loi, par exemple, de couper, on prévoit couper d'un an les procédures bureaucratiques, mais couper d'un an des procédures bureaucratiques, ça veut dire faire des projets de plus en plus bâclés, ça veut dire diminuer encore plus les études d'impact. C'est pas la bonne voie. Là. La bonne voie, c'est de prendre notre temps de s'assurer d'y aller de manière réfléchie
même s'il y a une urgence, on ne peut pas se permettre en ce moment de prendre des risques puis de sauter dans le vide, surtout avec des projets comme ça. Il faut prendre notre temps, réfléchir et préparer des projets qui ont du sens. Mhm. Tout à fait. Donc, ben, on va justement prendre le temps d'analyser en profondeur le projet de loi. Il a été déposé jeudi dernier. La session parlementaire est finie ou presque finie. Donc, c'est à l'automne que le projet de loi va être réellement étudié. Donc, à l'IRIS, on s'engage à continuer à intervenir sur le sujet. Il va y avoir peut-être d'autres discussions, certainement des billets de blog, éventuellement des publications. Donc, continuez à nous suivre. On vous tient au courant de ce qu'on va, de nos interventions sur ce projet de loi. Ben, merci à vous deux et Merci. merci au public pour sa participation. Au revoir.